je vous propose qu'on enchaîne avec notre sujet du jour, puisqu'on va faire la version table ronde / corpus de notre vulgarisation de vendredi. Elle est toujours en replay sur la chaîne, si vous voulez le rattraper après ce stream. Allez quelque part en dessous. On vous laisse ça vaut, allez jeter un ça œil. vaut la peine, on couvre... Mais donc on va parler de Tout le Hopunk. Cette fois, donc, de manière beaucoup plus centrée sur le corpus, sur les œuvres. On les a évoquées rapidement vendredi parce qu'on se concentrait sur la définition des choses. Mais ça va être le bon moment, je pense, pour s'attarder un peu et parler un peu de corpus limitrophe, d'œuvres qu'on n'a pas forcément abordées, que j'avais pas forcément mis dans mon corpus principal vendredi. Et peut-être commencer par un petit rappel de ce qu'on appelle le Hopunk. C'est un sous-genre de science-fiction, pour faire simple, qui est apparu en 2019 et qui s'est renforcé en 2020 pendant la pandémie, qui est centré autour de l'espoir. L'idée, c'est que dans ces œuvres-là, on va supposer que l'humanité, ça va bien aller. On va survivre et on va s'en sortir confortablement. En tout cas, dans un futur plus ou moins lointain, on va arriver à une situation confortable. Et c'est dans cette situation confortable qu'on va placer le récit. Généralement, on en parle comme de l'opposé du grimdark ou de la dark fantasy. C'est un peu réducteur, mais l'idée est un peu là. C'est vraiment cette focale-là qui va être intéressante dans le Hopunk, et pas tant le comment. C'est-à-dire que c'est vraiment une science-fiction des sciences humaines, de sociaux, d'ethno, etc. Beaucoup plus qu'une science-fiction de technologie et de sciences dures, ou de sciences physique, chimie, techno, tout ça. Ce qui déjà est très intéressant pour nous, qui sommes 3 doctorants, doctorantes en sciences humaines. Donc peut-être que ça joue dans le fait que c'est un des sous-genres qui nous parle beaucoup. Et qui a des... C'est peut-être un de ceux qui a le plus d'écho dans la réalité, dans des propositions utopiques concrètes qui sont mises en place par des groupes humains, ce qui va permettre aussi, quand on lit ces romans-là, de pouvoir faire des rebonds avec le réel, ce qui est plus rare en science-fiction, et ce qui est une particularité suffisamment intéressante à mon avis pour être notée. Le dernier point, et vous voyez, je l'avais mis sur les réseaux je crois, sur la narration, sur l'innovation narrative, il y a vraiment une volonté de changer le rythme des narrations de science-fiction habituelles. On n'est pas dans des romans d'un seul tenant, ou très rarement. On est dans de la fragmentation, dans des choses plus courtes, souvent à hauteur d'individus, de petites communautés. On va explorer des formes de narration différentes. Par exemple, dans This is How You Lose the Time War, dont je vais parler tout à l'heure, on va être entièrement dans un roman épistolaire du futur, à travers les époques, dans un continuum et une guerre du temps, mais j'y reviens. Bref, il y a pas mal de tentatives de narration, de formes de récit un peu marginales à la science-fiction romanesque dont on a peut-être plus l'habitude. Évidemment, en science-fiction, il y a plein d'innovations un peu partout, c'est pas pour tout mettre d'un bloc, mais donc une majorité de ce qu'on va connaître et de ce qui va être diffusé, ça va être du roman. Là, on va avoir de la novella, du roman choral, du roman épistolaire, beaucoup plus de formes qui vont venir jouer ensemble là-dedans. Est-ce que j'ai fait le tour ou est-ce que j'ai oublié des choses, les amis? Non, je pense que ça a très bien synthétisé. Ouais, non, ça fait le tour. Comme d'habitude, si vous avez des questions, le chat est ouvert. Si par exemple vous avez... Hello! Toujours la question du solarpunk, c'est fou ça. Salut Slay! On l'a pas tant évoqué, c'est aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est vrai, j'en parlais pas mal vendredi, et c'est une question qu'on me pose souvent en colloque quand j'en parle. La différence, c'est que le solarpunk, au-delà d'être souvent une utopie très bourgeoise de bobos qui mettent des panneaux solaires, va avoir une focale environnementale. En tout cas, la bonne solarpunk, qui n'est pas uniquement des bobos qui font du vélo, va avoir une focale environnementale. Solar aux côtés de vraiment énergie, gestion concrète de l'énergie, de la consommation, etc. Il y a une vraie volonté écolo qui n'a pas forcément directement dans le Hopunk. Le Hopunk peut en parler, mais ça reste quelque chose en fond beaucoup plus que le sujet de l'œuvre. C'est pour ça que je disais que c'est des œuvres centrées sur l'espoir. La notion va vraiment être le cœur de l'histoire, la focale du récit va être sur l'espoir, et toute une multiplicité de choses qui vont faire en sorte qu'il peut y avoir de l'espoir pour l'humanité. On est d'accord qu'il faut que la planète reste habitable, ou être sur une planète habitable,
pour garder de l'espoir, parce que si on est mort, l'espoir c'est pas simple. Mais Contestable. Mais ça va pas être le centre de l'histoire ou le centre de la proposition. Ça va être un des adjuvants possibles. On va avoir beaucoup plus de focale sur la santé mentale, sur la société et l'acceptation des uns des autres que sur l'environnement. Ça va plus être démontrer qu'on est capable de vivre ensemble et d'aller vers le mieux sans s'entretuer parce que on est des humains et qu'on aime bien s'entretuer. Mais ouais. C'est cette nuance-là, et donc souvent les problématiques, on a des problématiques peut-être plus individuelles que dans le solarpunk. Par exemple, on va sans doute reparler du Becky Chambers sur la maternité qui est là. On va parler d'amour dans celui-ci, où on va vraiment être plus dans une romance, quitte à laisser de côté la nécessité de survie par moment. Bref, il va y avoir des positions un peu différentes, la focale va être un peu différente que dans le solarpunk, qui va plus souvent se focaliser sur la technique et la technologie, plus dans une tradition science-fictionnelle usuelle, quoi. J'espère que c'est plus clair. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. On va essayer de répondre. C'est une bonne question. Oui, ça valait la peine de sortir du lurk. Yay. Vous avez toujours le droit de lurk. Aussi. Bienvenue. Ah, oui. Comme dans un cours à l'université, vous avez le droit de chiller dans le fond et pas écouter. Sauf si c'est dans mon cours. Surtout, c'est dans son dans son cours, c'est toléré, mais Dans mon posez cours, pas de questions. Bah, c'est surtout, si vous dormez dans mon cours, je vais me venger. Ça va pas vous plaire. tu les laisses dormir? Non, justement. Ah, ok. Mais faut les laisser Est-ce dormir. que- On me l'a des choses. reproché, justement. Quoi? On m'a reproché de réveiller mes étudiants pendant mes cours. Ben oui, mais s'ils viennent pour dormir, qu'ils restent chez eux? Et surtout, s'ils venaient dormir dans ma face. Ah non, 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 non. J'ai tant de Non. questions. Non. J'ai beaucoup de questions sur cet étudiant Ça, aussi. ça, c'est le moment où je sortirais le gif de Paddle. Le petit monsieur des Simpsons avec sa grosse... Sur Pam, Twitch, vous pour- avez le droit. Dans ma salle de classe, c'est non. C'est bon. Fait que l'idée, c'est pas de cours sur Twitch. Yay! Ok. Et donc, on va pouvoir plonger dans notre corpus, puisque l'idée était quand même de faire un complément à la séance de vulgarisation sur tout ça de vendredi. Bah oui. Si ça vous intéresse, on a vraiment parlé plus en profondeur de tout ça, avec beaucoup plus de théorie derrière. Le replay est disponible, je vais le mettre sur YouTube bientôt. Et ce sera plus simple, on va pas repasser sur tout ça. Sinon, on est reparti pour 5 heures et ça, Ah non. ça va pas le On faire. va se Il y a séparer. du contenu bien organisé, profitez-en si vous voulez avoir toutes les nuances, mais n'hésitez pas s'il y a des questions. On est là. Yes. Dans le campus, peut-être Pierre, tu veux commencer avec mon camp de robot, qui est Ouais. peut-être le plus connu, le plus emblématique du punk actuel. Attends, je vais prendre mes deux Prends exemples parce que tes j'ai français et anglais, c'est pour Mm. ça. On travaille Je tous peux les les montrer deux. si tu veux. Yeah, yeah. Donc, c'est vraiment une perle que tu m'as fait découvrir. Donc il y a à pas si tor.com longtemps. pour la version anglo et chez La Talente pour la version franco. Avec c'est Marie Surgers, je pense qu'il l'a traduit, je vais juste vérifier. Marie Surgers ou Surger, je ne sais jamais comment prononcer son nom de famille. Et même pour l'avoir déjà entendu, je m'en souviens pas. Fait que, j'ai moi puis les mémoires de nom. Fait que belle petite œuvre avec justement ce moine non binaire qui part à l'aventure. En fait, on en a parlé la semaine passée, qui disait tout simplement, fait comme je suis un peu écœuré de comme mon rythme de vie, je vais me promener, je vais aller ailleurs, c'est ça. Puis il fait juste demander l'autorisation de quitter le monastère houskier pour aller vaquer à d'autres occupations. Je reste volontairement vague parce qu'il y a plein de petits détails dans l'œuvre qui méritent la peine d'aller chercher, c'est tout en finesse, c'est tout en douceur. Et ça, on a le monk de la série et le robot Dex. Non, Dex c'est le monk. Dex, c'est le monk. Le C'est robot Muscap. Muscap, qui je me suis En anglais, en tout cas, En anglais, j'ai c'est pas lu Muscap. la version En français, je m'en souviens francophone. plus. Qui apparaît dans le décor à un moment donné, puis qui en fait, les humains et les robots, il me semble, n'avaient plus de relation entre eux. Fait que c'est quand même quelque chose d'un peu étonnant, autant pour le robot que pour Dex, qui font OK, t'es pas censé être là, comment tu fonctionnes, t'es qui, t'es quoi. Puis c'est juste plein de bonheur, dans le sens que, comme tu disais dans ta définition de Hope Punk, c'est juste une tranche de vie très simple. On a une société qui est pas idyllique, qui est pas parfaite, que c'est bon et c'est mauvais, mais qui est comme quand même wholesome. Les personnages ont des genres en dehors de la binarité homme-femme, qui ne sont pas genre, on dit pas comme ah ce personnage est non binaire. Non non, t'as le prénom, t'as son prénom, t'as son pronom. Merci bonne journée, on passe à d'autres choses. C'est juste naturel.
les gens vont demander naturellement c'est quoi tes pronoms quand Muscap et Dex se rencontrent, c'est comme c'est quoi ton nom ça? C'est quoi tes pronoms? Moi c'est ça, moi c'est ça. Ok, thanks. Et là on a un beau Me It's Day and Me It's It entre les deux personnages qui est vraiment fantastique. Puis et surtout dans la traduction, mais là n'est pas mon sujet aujourd'hui. C'est vraiment une belle œuvre qui explore avec douceur plusieurs petits thèmes. L'amitié, l'amour, la société, et qui prend un rythme de lenteur, comme tu en parlais, pas nécessairement, oui c'est petit, c'est fragment, mais on sent le périple, le chemin que le moine prend, son cheminement intérieur, c'est vraiment cool. Je sais pas comment catégoriser ça autre que achetez-le en français ou en anglais, parce que même la traduction, je vais lui donner à Sergio, elle est excellente, à mon avis. Elle n'est pas parfaite, c'est impossible d'avoir une traduction parfaite, mais elle est vraiment bonne. Puis, mon seul problème, c'est que j'ai pas lu le 2 encore. Ouais, j'allais le montrer. Il y a un tome 2. Praise for the Crown Shy. Ouais, alors Crown Shy, c'est quand il y a une canopée d'arbres et que les branches ne touchent pas. C'est cette ligne-là de séparation. Tu l'as à la fin. J'aime beaucoup. Sim timide. C'est bien dit. C'est cute. Mais C'est pas très ça, littéral et du coup, je trouve que ça perd l'image poétique qui va avec. Mais alors que pour le premier, on a quand même une tradition sympatoche. puis j'avoue que j'ai moins aimé le tome 2, qui est un peu plus lourd, un peu plus triste que le premier tome. Mais le tome 1 est vraiment comme un exemple parfait d'Opunk. Il y a tout dedans, y compris le rapport à la technologie et donc c'est les recyclés sauvages parce que les robots sont repartis à l'état sauvage. Yep. Encore une fois, c'est pas un spoiler, c'est dès le début du roman, on le sait. C'est le titre. Les robots sont repartis à l'état sauvage parce qu'il y a eu une séparation entre humains et robots. Et donc ils se réparent et ils se multiplient et ils se gèrent avec des éléments naturels qu'ils ont dans l'espace sauvage qui est en dehors des villes humaines. Et qui est un espace totalement autre. Et ils vivent avec une version un peu idyllique de l'être humain selon ce qui avait été enregistré dans leur programme, quoi, dans leur réseau, leur base de données. Je me souviens plus comment ils appellent ça. Fait que le clash est quand même vraiment le fun. Puis il n'y a aucune méchanceté nécessairement entre eux autres, mais en tout cas entre Dex. Il y a une incompréhension. Il y a une belle incompréhension. Et il n'y a jamais de rejet violent. Il y a des incompréhensions à plein de moments, notamment quand le robot va revenir avec Dex parmi les humains, parce que ils n'ont pas vu de robot depuis des générations et des générations, donc il y a une vraie incompréhension, parfois une forme de rejet, mais tout dans une douceur et une bienveillance qui est vraiment très agréable à lire. Et peut-être moins pour le tome 2, mais pour le premier tome, si vous avez un coup de mou, c'est parfait à lire quand vous êtes un peu badé, que c'est un peu pas cool la vie. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est vraiment une excellente série, je suis très 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 contente déjà de faire de la propagande et de travailler dessus ces temps-ci. Parce que pour le coup, Becky Chambers a fait un exemple textbook. Et l'autre de ces séries dont je parle souvent, c'est le tome 3 ou 4, celui-ci. Alors moi je l'appelle Les Vendeurs, mais c'est toujours pas ça. C'est Les Voyageurs en français, mais je sais plus le titre en anglais. Les Voyageurs. C'est pas Wanderer? Ouais, Wanderer, je crois. Et donc, je vous montre le tome sur la maternité où c'est un tome. Wayfarers, c'est ça. Qui est un tome un peu plus lent, peut-être plus open que d'autres, même si dans l'ensemble on est vraiment proche dans tous ces tomes du sous-genre, parce que même si on tend vers le space opéra, même si on est peut-être plus dans des récits à plus grande échelle, on a cette notion d'espoir pour les personnages, on a tout plein de réflexions. Au final, l'humanité a réussi à s'en sortir, certes avec l'aide d'extraterrestres qui sont venus nous aider parce que on est squishy et pas très adapté à l'espace comme espèce. On n'est pas incroyable pour partir à l'aventure, mais c'est dit dans un des romans qu'on est trop squishy pour la survie et que du coup il a fallu que des espèces avec plus de carapace et plus de force viennent nous aider, et je trouve ça très touchant. Mais du coup il y a tout ce propos autour de l'humanité, de la continuation des cultures, etc. Et dans le tome, dans celui-ci, The Galaxy Underground Within, ils sont bloqués suite à une panne dans les voyages spatiaux, et ça va les amener à discuter entre autres de maternité, de reproduction, de gestion de la famille, etc. Et je trouve ça très touchant comme angle, parce qu'on est face à des aliens dans un futur très lointain avec des sociétés très différentes, des corps très différents, et il y a toujours ces enjeux, et cette distance permet d'en discuter avec beaucoup de finesse,
Je trouvais cet homme vraiment merveilleux. Donc j'ai rajouté dans notre liste de punk parce que c'est, je pense, le tome de la série qui est le plus proche de ces thèmes-là, même si la novella qu'elle a ajouté récemment à la série est aussi dans cette vibe-là. Mais c'est plus difficile d'en parler puisque ce serait des gros spoilers pour le reste de la série. Et que je voulais pas spoiler tout le monde. Si je peux me permettre une question, Ouais, bien sûr. spécialiste que tu es. Est-ce qu'on pourrait dire que Becky Chambers participe justement à un mouvement de popularisation du punk du côté anglophone? Alors je pense. C'est quand même une bonne figure. Elle est beaucoup suivie, ça a beaucoup marché. Tor.com fait vraiment un excellent boulot pour défendre leurs ouvrages. C'est comme ça qu'ils m'ont fait découvrir Fina aussi, dont on parlait tout à l'heure. Ils font un très très bon boulot de communication et du coup on tombe sur leurs ouvrages et vu que beaucoup de gens vont tomber dessus, ça va créer des machines qui vont s'entretenir. Oui, sans doute que c'est une figure de proue. J'ai vraiment l'impression qu'en auto-édition, il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont très riches et que c'est plus qu'on ne les connaît pas. Ah, c'est clair. Parce qu'il y a la même chose en Cozy Fantasy. Énormément de choses sont en auto-édition et sont plus intéressantes que ce qui est publié officiellement. Ça fait du sens. Mais j'adore le travail de Becky Chambers et tant mieux que ça marche. Oui. Tant mieux que des gens lisent et trouvent aussi du bonheur là-dedans. Donc sans doute que c'est une figure de proue, en tout cas pour le grand public, et un moyen de faire entrer ces thématiques dans un espace médiatique qui n'est pas forcément toujours plein de bons sentiments et de bonheur. Tu es tellement une belle phrase. Si je peux continuer sur les voyages interstellaires. Vas-y. Ben, une des choses que j'aime mettre de l'avant, c'est que Becky Chambers a lu cet ouvrage superbe et l'a adoré, à ce que j'ai compris. C'est On a Sunbeam de Tilly Walden. C'est une BD magnifique, un peu épaisse par contre, je vous le dirai tout de suite, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, On a Sunbeam, c'est un récit double, au sens qu'on a autant l'histoire de Mia qui se retrouve sur un vaisseau spatial avec un crew de personnes qui reconstruisent des endroits dans l'espace pour créer des milieux d'habitation. Je montre un peu à quoi ça ressemble pendant que tu parles. Oui. Puis on a aussi accès à son passé, donc quand elle était au pensionnaire dans une école de jeunes filles où elle apprenait sur l'espace, sur l'univers et ainsi de suite, et elle a rencontré, dans le fond, Mia a rencontré Grace. Grace étant une habitante d'une région de l'espace qui n'est techniquement pas accessible, qui s'appelle The Staircase, donc l'escalier. Ok. Et dans le fond, c'est vraiment étrange. Le monde, l'univers spatial a pas beaucoup de référents, je vous dis tout de suite, là, mais c'est ça qui rend que c'est magnifique. Donc, il y a l'endroit qui s'appelle The Staircase, où Grace et sa famille sont établis depuis des générations en génération. Et c'est un milieu, c'est un endroit où il y a beaucoup de ressources qui n'ont jamais été partagées au reste de l'espace. Donc, eux, ils ont comme un rôle de... Ils préservent les milieux et ainsi de suite. Alors que les autres nations spatiales voulaient l'exploiter. Donc, ils sont comme rentrés un peu en guerre et avec le temps, The Staircase est devenu un endroit où personne ne peut se rendre et les personnes qui vivent au Staircase ne sortent jamais du Staircase. Donc éventuellement, dans l'histoire de Mia, on se rend compte que tout d'abord que Mia a rencontré Grace, que Grace a eu une exception pour se rendre à son école. Puis ils ont développé une relation amoureuse entre autres. Puis le tout est intercalé, si vous voulez, de Mia qui commence son premier emploi en tant que reconstructrice de milieu. Et on apprend davantage sur le crew, donc certains des personnages qui ont des rapports entre eux familiales, d'autres que c'est vraiment des rapports de protection qui sont devenus une famille trouvée. Certains des personnages viennent de milieux qu'on ne savait pas. Et le tout, ce ne sont que des femmes ou des personnes non genrées. Donc il n'y a aucun personnage masculin dans toute cette histoire. That's kind of nice. Et Elliot, c'est le personnage qui a choisi de s'appeler Day. Donc, c'est le seul qui est évoqué comme ça. C'est vraiment beau, au sens que ça a l'air par moments lourd, fastidieux. Donc, c'est très joyeux, c'est très heureux. Merci Dimanche de t'être abonné à la chaîne. Ouais, merci! Donc, il y a vraiment l'aspect heureux de quand on est dans un groupe qui nous accueille à bras ouverts, qui se pose pas de questions sur qui on est, ainsi de suite, avec qui on peut jouer, on peut explorer qui on est.
Et en retour, on a un petit peu le côté sombre de comment retrouver Grace, comment faire en sorte qu'il y ait une vraie closure entre Mia et Grace pour la situation qu'ils ont vécue, et ainsi de suite. Donc, ça peut être très dark par moments, comme très très beau et évocateur. Puis il y a vraiment une idée de reconstruire constamment qui est évoquée dans l'ouvrage, donc qui est vraiment associée à cette idée d'espoir. J'ai découvert ça quand je me suis promenée dans le festival de la BD. C'était comme... Encore une fois! Ça a juste fait que c'est beau! Et ça a été encensé par beaucoup d'auteurs, d'autrices que moi personnellement j'apprécie, comme Brian Vaughan qui a fait Saga en particulier, bon, Becky Chambers, il y a aussi Martha Wells qui en a parlé en bien. Donc ça m'a l'air excellent. C'est pas le premier livre de Phoebe Walden. Ses autres ouvrages étaient aussi excellents. Si je me souviens, il y en a un, c'est sur le ballet, la danse, qui est superbe. Donc ouais, très cool. Je suis vraiment curieuse de lire, j'avoue. Oui. Il m'intrigue vraiment beaucoup. Moi, je l'avais pas du tout vu avant que tu nous en parles. Du coup, j'étais comme new thing, something shiny. It's I like it. Ouais, non, je l'ai dévoré. Vraiment, je l'ai dévoré. Il y a quelque chose de beau. Les dessins sont très simples. Le trait est comme un peu gribouillis, soft. Mais en même temps, il y a des affaires un peu de couleurs magiques, les vaisseaux qui décollent. C'est pas des vaisseaux en métal étrange. Ça a l'air d'être des poissons rouges ou des trucs comme ça. Il y a quelque chose d'éclaté, fantasy étrange. Ah oui, hein, je viens de voir le poisson. Tu viens de voir le poisson, c'est ça. Ça, le sport de l'école, ça s'appelle Lux, puis c'est un sport où ils doivent ramasser des planètes, mais essentiellement, ils doivent ramasser des balles avec des espèces de mini vaisseaux spatials dans une tour. C'est toutes des choses étranges. Ça a l'air incroyable. J'ai adoré. Tant mieux. Yep. Fait que, ouais, je pense qu'il y a beaucoup des éléments qui rentrent dans du punk, sans dire que c'est parfaitement au punk. Il y a beaucoup d'échos, je pense, qui peuvent être créés avec une œuvre comme ça. Ça va chercher un peu, comme on disait, le côté thème du old punk plus que catégorie. Exact. Fait que non, c'est un nouveau bébé. Un nouveau bébé. Ouais. Ça nous fait peut-être la super transition pour parler de Saga, du coup, vu que l'auteur est en couverture. Donc c'est comme... Entendu, vous avez sans doute... vous êtes sans doute plus nombreux à avoir entendu parler de Saga, donc il y a un comics. Ça, c'est la version française chez Urban Indies. Ça existe depuis quand déjà? Ça existe depuis longtemps, c'est de Brian Vaughan et Fiona Staples. 2012. Hop, je vous remontre. Il y a beaucoup de tomes, je crois que celui-ci c'est le tome 1, oui c'est le tome 1. C'est le tome 1. Ça ressemble à ça à l'intérieur. 2012 la Merci. première version. Mars 2012, avec un hiatus un moment donné. Ouais. Est-ce que tu nous le présentes? Ouais, je peux le faire brièvement. Vas-y. Saga, c'est essentiellement dans un univers où il y a deux peuples en conflit. Si je me souviens plus exactement comment il s'appelle. Fight! Mais il y en a un qui c'est très science avancée, très technologique, et l'autre qui est beaucoup plus magie, la terre, les ressources. Donc on a un couple qui vient à avoir l'espèce d'histoire à la Roméo et Juliette. Là. Donc on rencontre Alana qui est du côté très technologie, qui a des ailes brisées ici, et Marco, non. Ouais, Marco avec un K, excusez, ça me trouble, Marco avec un K, ça a l'air. Qui lui, il vient du côté des magiciens, si vous voulez. Et donc, éventuellement, l'histoire commence, essentiellement, c'est l'accouchement d'Alana et la naissance de leur enfant, Azel. Ça commence direct comme ça. Et ils sont poursuivis puisqu'ils ne devraient pas être ensemble. Essentiellement, Alana devait garder la prison où Marco s'est trouvé. Finalement, ils se sont enfuis ensemble. Ils ont eu ensuite de quoi un enfant, et bref. L'idée ici, c'est vraiment... la chose qui est intéressante, c'est le monde est en guerre au sens que les deux endroits sont en guerre constamment et partout, ça s'est répercuté dans les autres planètes. Donc, les habitants des autres planètes ont dû prendre parti entre un et l'autre. Et donc, on est constamment dans cette idée de conflit entre un pays, une lune versus la planète originelle. Et donc, à travers ça, il y a aussi toute l'histoire de Prince Robot 4. Moi, j'adore quand c'est des choses comme ça. Il y a des personnages robots. Donc, il y a une monarchie. C'est la monarchie des robots. Et donc, les robots veulent retrouver et essentiellement tuer Alana et Marco. J'essaie de trouver une scène qui n'est pas trop explicite de robots, parce que dans le premier tome, dans les premiers volumes, ils ont été bannis entre autres à cause que les robots, il y avait des scènes sexuelles très explicites. Donc vous avez Robot 4 ici. Peut-être un point à rajouter, c'est que le conflit est très incarné physiquement par ces différents protagonistes, puisque d'un côté ils ont des ailes, de l'autre côté ils ont des cornes, ce qui fait que c'est quasi impossible pour LE de cacher de quel camp ils sont, en quelque sorte. Et que
c'est tellement in your face qu'ils doivent vivre avec et que c'est pas facile. Ouais, puis dans le fond, c'est un peu l'idée de comme quoi il faut qu'ils se cachent constamment, qu'ils essaient de vivre une vie, entre guillemets, tout en étant constamment poursuivis par des tueurs, des personnes qui veulent se venger. Éventuellement, c'est aussi un couple qui est particulièrement dysfonctionnel puisqu'ils sont toujours en train de s'engueuler, ils s'entendent pas. Entre autres, question culture peut-être, là-dessus on pourrait en reparler longuement. Et donc c'est un peu comment, à travers les poursuivants de ce couple-là, puis les personnes qui sont imbriquées dans le récit, parce qu'éventuellement, bon, le prince Robot 4 va avoir son fils qui va être aussi imbriqué dans l'histoire, qui va devoir rechercher. Un moment donné, les couples sont séparés par X, Y raison, je vous le dirai pas tout, là, quand même, un moment donné, lisez-les, ça existe depuis 2012. C'est ça. Puis, je veux dire, il y a plein de plateformes sur lesquelles on peut les acheter maintenant, là, fait que c'est super facile. Mais l'idée est qu'il y a beaucoup d'imbrications, de conflits, mais de comment vivre ce conflit-là, comment avoir une vie, comment devenir aussi confortable, parce qu'éventuellement, dans les tombes, on a Hazel, l'enfant qui vieillit, qui grandit, et donc comment vivre, comment éduquer cet enfant-là entre deux cultures qui se font la guerre. Il y a quelque chose de particulier et d'intéressant de cette espèce de jonction-là, de la guerre, mais aussi comment avoir une vie de famille qui est logique et confortable, parce qu'éventuellement, Alana doit se trouver un emploi pour travailler puis pour amener de la nourriture sur la table, tu sais. Fait qu'il y a tous ces enjeux-là qui sont particuliers. Est-ce que c'est du punk? Il est dans beaucoup de listes de punk. Exact. Je vais juste ajouter qu'il y a, et très tôt du coup, parce que 2012-2013 pour les premiers tomes, des personnages trans vraiment intéressants, qui sont très bien développés et qui ont des backstories vraiment intéressantes. C'est vrai. Ce qui est quand même intéressant pour une série de comics dont c'est pas le sujet. Mais je suis d'accord avec toi que moi j'ai plus de réticence à le mettre dans le punk. Notamment parce que ça se retrouve sur beaucoup de listes, mais j'ai l'impression que c'est juste parce que c'est une famille. Ouais, je pense qu'il y a le trope de la famille qui fait en sorte que beaucoup de personnes le voient comme un trope d'espoir de la petite fille qui grandit dans le milieu de la guerre. Tout ça, je pense, c'est ce qu'ils mettent très de l'avant. Mais pour avoir relu tout ça d'ici aujourd'hui, je dois avouer que je trouve pas que c'est du punk non plus. Je peux voir l'intérêt de l'espoir, mais je vois pas du punk avec tous les éléments qu'on a évoqués. Mais ça reste une très bonne série quand même. Je dois avouer qu'il a l'air d'avoir un petit clash, parce que depuis des semaines, j'essaie de me trouver, mais est-ce que j'ai ça du punk dans ma bibliothèque, est-ce que j'ai ça? Fait que j'épluche les listes de tout ça, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un clash entre la version théorique ou théorisée de la chose, puis ce que les gens écrivent et disent que c'est du punk. Je veux dire, il y a des listes qui mettent Tolkien puis Pratchett comme punk, puis je fais... Ben, je tiens à dire, le Tolkien, qu'est-ce qu'ils mettent là-dessus, c'est à cause, entre autres, d'un extrait d'une entrevue de la dame qui a connu le terme sur Tumblr, parce qu'elle a dit que dans les deux tours, dans les films, quand Sam fait son speech de genre Monsieur Frodon, la comté, penser à la comté, tout ça, puis c'est full d'espoir. Ou pendant Gandalf qui parle d'espoir. Je te jure. J'ai quand même aussi lu ces articles-là, j'ai comme, il y a des moments, je suis pas d'accord, là, genre, dire que ça, c'est du punk, je peux pas. Il y a des fois, je me dis souvent, du moins, surtout d'un point de vue plus traduction, que la conception peut être différente d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, mais là, comme le clash est tellement loin. Il y en a aussi qui disent que Margaret Atwood fait du punk, puis je fais comme... Est-ce que vous avez lu La Servante écarlate pour vrai, les amis? Il y en a qui pensent que La Servante écarlate, c'est un beau message d'espoir. Je sais pas, en tout cas. Il y a une vraie difficulté, je pense, surtout parce que c'est très récent comme ce genre, et c'est moins facilement identifiable. On a parlé de steampunk il y a pas longtemps. C'est facile à identifier, il y a une esthétique, il y a des lignes conductrices. Là, on est plus au niveau de la thématique et du coup, c'est difficile. Et on aimerait avoir un équivalent aussi limpide que pour la cozy fantasy en science-fiction. On parlera de la cozy fantasy dans quelques temps. Mais c'est beaucoup plus clair ce qu'est de la cozy fantasy que ce qu'est du punk. Oui. Donc, Je suis d'accord. j'ai une autre œuvre de punk qui, du coup, sans transition, mais aussi pour montrer ce grand écart avec les différentes œuvres de punk. T'as This Is How You Lose the Time War, qui est coécrit entre Amal El Motar, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, et Max Gladstone. Et c'est un petit bonbon littéraire. Il y a deux personnages rouges et bleus. Est-ce que vous vous sentez surpris? Chacun écrit par un auteur. Et ces deux personnages qui vont s'envoyer des lettres. Donc on va toujours avoir cette forme de lettre avec une adresse et une signature. Et ces deux factions opposées, dans cet univers, le monde est tiraillé entre
deux factions, une faction très technologique et une faction plus féerique, naturelle, bio en quelque sorte. Et ces deux cultures sont en guerre pour orienter la timeline. Un peu comme ce qu'on a pu avoir dans la série Loki, pour diriger la timeline principale. La partie technologique veut élaguer les embranchements, la partie plus naturelle, qui relève plus de la magie, va vouloir tout conserver et créer des sortes de tissages avec ces timelines. Et ces deux personnes sont donc toutes les deux dans l'armée et vont s'opposer, mais vont se laisser des lettres et tomber amoureuses au fur et à mesure des échanges. Au début, on est vraiment dans presque de l'injure pure, de vous m'avez pas eu, vous êtes des gros nazes, à vraiment des choses beaucoup plus poétiques, beaucoup plus fines. On va en apprendre sur le passé de chacune de ces factions et sur les risques aussi que chacune encourt. Ce qui est très touchant, c'est que vu qu'ils circulent dans le temps, c'est pas toujours les mêmes incarnations, et parfois il se passe des centaines d'années où ils vont pas se parler, mais ils vont se retrouver dans le passé, dans le futur, etc. Et donc on a tous ces clins d'œil, et jamais dans les mêmes corps, et jamais dans les mêmes genres, à différents moments de l'histoire. Ce que je trouve très intéressant, c'est cette espèce de réflexion, de romance en fait décalée, parce que c'est un échange au-delà du temps et du corps, parce que c'est des âmes qui passent de l'un à l'autre et qui vont en quelque sorte s'incarner dans différents endroits de la timeline. Et c'est vraiment... Non, je n'ai pas d'insultes. Qu'est-ce qui se passe? C'est C'est vraiment très bien écrit. Les styles des deux auteurs fonctionnent très bien pour réussir à capter ces deux protagonistes différents et qui évoluent ensemble mais en confrontation. Et c'est pas tant de la romance. C'est l'histoire, mais moi qui déteste la romance, ça m'a pas marqué. Dans le sens où c'est vraiment... c'est ça comme ça pourrait être autre chose. C'est un échange, c'est une relation entre les personnages et la romance arrive assez tard et suffisamment bien construite pour qu'il n'y ait pas besoin d'être, comme dans Honey Witch dont je parlais tout à l'heure, vraiment dans un mood de romance où on a envie d'une jolie histoire d'amour. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup d'espionnage, ce qui est très cool, entre les factions. Il y a plein de moments où les deux centres soupçonnent de s'entre-espionner parce que c'est des factions opposées, bref. Et c'est des doubles. L'intrigue est vraiment bien menée. Il y a plein de moments où même en tant que lecteur ou lectrice, on a des doutes sur les motivations des uns et des autres. Et où c'est un peu laissé au jugement de chacune de savoir comment on juge les personnages, comment on juge leurs actions aussi, où est-ce qu'on place l'atrocité et comment eux vont s'entre-juger, parce qu'on va avoir ces réponses, mais en même temps eux vont changer d'avis souvent aussi. C'est vraiment intéressant dans la construction même du récit, et c'est très rare d'avoir des récits entièrement épistolaires, où on n'a pas une conclusion externe, on n'a pas d'introduction, on n'a que ces notes qui elles, s'échangent, et on n'est pas capable d'en savoir plus. Donc il n'y a que ces informations, et du coup qui sont des informations très biaisées, d'un côté comme de l'autre. Puisque ils sont en guerre depuis des siècles, il y a clairement des a priori de chaque côté, quoi. Et il y a une forme d'endoctrinement, d'un côté, du côté science, sur la nécessité de cette science, sur la nécessité de l'accompagnement du corps, de la réparation, de la robotique, etc. Et de l'autre côté, presque d'une magie. Et pour le coup, un peu comme dans Saga, on a un peu cette même opposition entre fantasy et science-fiction, et ça nous rapporte à cette idée que le punk est vraiment une espèce d'équilibre d'entre-deux, entre les genres. Et je pense que c'est très intéressant à questionner, parce qu'on a beaucoup de sous-genres actuellement qui vont dans cet interstice. C'est pas vraiment purement de la science-fiction, mais c'est pas vraiment purement de la fantasy. Et cet entre-deux est vraiment intéressant parce qu'il commence à y naître des formes intéressantes, justement libérées des contraintes du genre et un peu de la redondance qu'on peut avoir parfois, d'un côté comme de l'autre, à trop piocher dans le même mégatexte, on finit un peu par tourner en rond. Il faut le chanter, je suppose. J'imagine. Il va falloir faire une chanson. Ça va faire partie des bruits accessibles. Genre, on y travaille. Cette semaine, on a changé la musique déjà. Ouais. C'est bien. Pour ceux qui se demandaient, parce que tout le long que tu parlais, moi je feuilletais le livre et je partais à rire, c'est les appels en début de lettre sont toujours magiques. Ah oui, cher quelque chose. My most insidious blue. My
code, Code pour le rouge. code pour le rouge. Le code X, là. My dear blue badadi badada. Parce Il que y en a c'est plein, ils ont eu rouge du et bleu, fun. c'est leur nom. Ils ont tellement eu du fun à écrire ça, tu le vois dans le texte que l'auteur et l'autrice fait comme they're strawberry, they're raspberry. C'est genre. Ça, c'est juste les premiers que je vois, puis quand tu feuillettes davantage, tu vois que c'est deux auteurs qui ont vraiment eu beaucoup de fun à faire Et ça reflète toujours l'état de l'histoire et comment les personnages se perçoivent. C'est toujours dosé sur ces appels et sur les signatures. Et pour ça, je trouve que vraiment, il y a beaucoup d'ingénuité. C'est vraiment cool. Cool. Ingéniosité d'ailleurs, mauvais mot. De comment ça? T'as dit ingéniosité. Ouais, mauvais mot, ingéniosité. C'était pas le bon. Ingénu. Ingénuité. Bref. C'est un peu Ingénu. dommage que la Ingéniosité. version qu'on trouve actuellement, c'est la Ouais. softcover. Et j'aime pas quand les couvertures Sont pas pleines. sont plus courtes. Mm. C'est vrai que je pense aussi que le cover ne fait pas honneur à ce point-là. Là. Alors ça va étonnamment bien Ok. avec ce qui est raconté, avec la fragmentation et cette opposition entre les deux, parce que leurs noms de code sont des noms d'oiseaux dans leurs armées. Donc- Bleu puis rouge, hein. Ouais, j'avais vu le lien, mais je m'attends à une romance plate en voyant le cover. Oui, ils sont pas forcément servis, je suis d'accord, et ils sont pas... Là, il y a des éditions beaucoup plus jolies que celle-ci aussi. J'avoue que c'est la version Indigo. This is for you. Paperback by Mais c'est un peu dommage, j'ai vraiment du mal avec cette mode des couvertures plus courtes. Je sais pas ce qui leur prend aux éditeurs de faire ça. Je déteste ça. Parce que du coup, j'abîme mes livres et je déteste abîmer mes livres. Donc bref. Dommage, mais très bon livre. Très très chouette à lire, même si l'édition est un peu... boubou. Yeah! J'aime ça, c'est tout triste. Parlant de tout triste, Yes. on pourrait regarder un extrait de la. Il y a quelque chose de triste. Pas Stray, j'irai pour l'autre après. Yes. Je m'excuse, Je vais voir si ça marche, parce que j'espère des ça fois, marche. ça veut pas. Je commence vraiment fort mes petits doigts parce que je veux vraiment Est-ce comme que- une chose. C'est quoi ta Nope. propose for one? Non, Aniplex! Why did you do this Non. to me? Non, vous avez qu'un écran noir. La bande-annonce ne fonctionne pas. Elle est censurée, les amis. Nous ne Ah, pouvons pas vous la montrer. Ça... Désolé. Il va falloir faire sans. Ouais, on va faire ça, mais c'est pas grave. Imaginez où aller Ben, allez googler, là, ça date. Là, Je vais vous mettre le lien dans Merci. le chat. Dans le fond, l'œuvre dont je voulais parler, c'est Puella Madoka Magica, ou Madoka Magica, tout simple, qui est dans la liste, entre autres, souvent, de certains milieux qui parlent de punk. C'est un animé qui date quand même, si je me trompe pas. Là. Je pense que c'est 2012, 13, dans ces eaux-là. C'est un Magica Girl, vraiment dark. D'où pourquoi moi, je l'ai adoré. Mais dans le fond, c'est tous les tropes de Magica Girl typiques de la jeune fille de 14-15 ans qui se fait offrir de devenir une Magica Girl par un beau petit personnage mignon, que c'est un chat avec des ailes. L'idée ici est que... Ouais, ça commence comme ça. C'est un classique. Ouais, classique. Dans le fond, Madoka, c'est ça, les cheveux roses, vous comprendrez. Madoka, essentiellement, c'est une jeune fille de 14 ans qui se fait offrir cette opportunité-là de devenir une Magica Girl et de combattre, dans le fond, des esprits méchants qui sont des witches. L'idée ici, c'est qu'elle fait, dans le fond, une sorte de pari, ou pas de pari, mais de contrat avec, si je me souviens bien, c'est Kyubey, l'espèce de chat volant étrange. Lui propose, je peux exaucer un de tes vœux les plus chers, et en retour, tu dois devenir une Magica Girl et combattre les witches. Madoka est pas folle parce qu'elle va pas accepter immédiatement. C'est la chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est qu'elle a pas fait comme ah oui c'est beau, on passe à autre chose. Elle prend quand même le temps de réfléchir et elle va rencontrer avec sa meilleure amie qui veut aussi peut-être devenir une Magica Girl. Mais l'idée ici est qu'ils vont rencontrer une Magica Girl qui a fait une entente avec Kyubey ou un être comme Kyubey et qui est une Magica Girl qui doit se combattre contre des witches. Et ils vont voir c'est quoi les combats et je vous dis, la bande-annonce ça a l'air vraiment mignon. Regardez juste une des scènes de combat, ça devient totalement éclaté. Il y a des textures, il y a des jeux de couleurs étranges. Point de vue visuel pour l'époque, c'est un petit chef-d'œuvre, je vous le dis tout de suite. Dans le fond, l'idée ici, c'est que tout devient vraiment très sombre et on vient à découvrir que les Magica Girls qui ont ce pouvoir-là, si elles se mettent à avoir trop de désespoir, elles deviennent des witches. Et donc là, on comprend qu'il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place. Elles deviennent des Magica Girls, mais éventuellement, elles perdent l'espoir et deviennent des witches. Donc,
je vous donnerai pas de punch parce que même si ça date de 2012, c'est un petit chef-d'œuvre, puis il y a plein de films par la suite, puis il y a plein de choses que vous pouvez explorer parce que c'est un medium mix ultra intense. Mais l'idée est que éventuellement Madoka va perdre une Magica Girl avec qui elle s'entendait très bien. Elle va rencontrer une Magica Girl qui a l'air de beaucoup trop bien la connaître et qu'elle ne veut pas qu'elle devienne une Magica Girl. Sa meilleure amie va devenir une Magica Girl et son souhait va être réalisé, mais à son grand problème, ne le sera pas au complet comme elle aurait voulu. Elle l'a mal souhaité. Bref, et éventuellement, tout ça fait en sorte que on apprend plus ou moins que Kyubey, c'est une sorte extraterrestre qui veut empêcher la fin du monde. Puis qui se rend compte que... rien de moins. Oui! Et qui se rend compte qu'il faut qu'il y ait des Magica Girls pour réduire les witches, pour pas qu'il y ait de fin du monde. Et bref, c'est la roue qui tourne, c'est vraiment étrange parce qu'on parle constamment d'espoir, de désespoir, de combattre ça, mais de comment le faire, puis de comment combattre sans perdre espoir. Bref, une petite perle, c'est une pépite. On n'en parle jamais assez à quel point c'est un bon animé. Puis l'équipe derrière, c'est une équipe de feu. La maison d'animation, c'est Shaft, qui est une excellente maison d'animation. Côté visuel, c'est excellent. Puis bon, c'est 2012, fait que ça vieillit un peu, mais quand même, c'est très, très bien. Si je peux rajouter une précision, parce Yes. que j'ai fait ma job de googling. Vas-y, shoot. 2011. 2011, merci. Puis c'est seulement 12 épisodes pour l'original run, donc c'est quelque chose qui se commence et se termine. Je conseille pas de le faire. Wow. Je le conseille pas en une traite. Je ne Non, conseille ça pas en va une ça. traite. Parce que c'est quand même très... c'est très rock'n'roll côté émotionnel. Ça devient dark vraiment rapidement. C'est ça que j'allais dire. Ça joue sur espoir et. C'est des espoir, montagnes désespoir, russes. espoir, désespoir. Tu sais, moi je l'ai fait en une journée. Ça a été une très mauvaise idée. Je vous dirais en une fin de semaine. Ça se fait bien. Alterner ça avec Delicious in Dungeons. Genre. Oui, je reviens toujours à Delicious in Dungeons. Parce que ça reste le meilleur animé du monde. Fait que bref, c'est un animé qui est souvent dans les liches. Je comprends l'intérêt de le mettre dans du punk par rapport à tout le discours sur l'espoir, sur le fait de combattre un système, puis essayer d'envisager des alternatives à ce système-là, parce que ça fait partie des discours qui sont dedans. Mais reste, on n'est pas... Il y a encore des éléments qui sont pas présents complètement. Je veux dire, c'est très... Ça reste le Magica Girl, c'est juste qu'il est vraiment dark pour l'époque, puis pour le type de Magica Girl. Donc, ouais. C'est comme j'ai une vibe un peu à la. Voyons. Ah, je voulais le dire le titre, puis mes petits échappés, c'est moi Toki Toki Literature Club, parce que ça a l'air tout Oui, cute, tout Doki joli. C'est la même époque en plus, Ouais. Doki Doki. Doki Doki. Non, ouais, Doki Doki. C'est Doki Doki parce que c'est le battement du cœur. Ouais, puis c'est le même côté, ah c'est cute et tout ça, mais si tu joues une journée au complet dans le jeu, tu vas le voir mourir. Pas nécessairement, mais Ça c'est sera plus pas rough. heureux. Ça sera C'est pas pas heureux. si heureux que ça, en C'est fait. vraiment pas Non, heureux. non, puis c'est un peu ça qui est drôle, c'est qu'on regarde au premier abord le visuel, puis ça a l'air d'être juste vraiment mignon, rose et tout ça, puis on est loin de ça, les amis. Il y a quand même beaucoup de trucs japonais, ben, mettons, asiatiques pour inclure aussi Corée puis Chine un peu, qui ont l'air cute au premier abord, premier visuel, c'est comme ah là là, puis c'est comme non. Et c'est souvent les préférés pour ça. Moi j'aime ça quand c'est cute et ça devient sad. Mais les scènes de combat, je dois dire, sont excellentes. Puis c'est la même équipe qui a fait Bake de Monogatari, qui est dans le fond un peu c'est des récits style histoire à faire peur du Japon. C'est vraiment le point de vue visuel est vraiment cool. Fait que, ouais. C'est cool. Je le laisse de même. C'est pas du vrai punk, mais regarde. Ça sera une incursion des animés. Ce serait un wannabe old punk Ouais. ou un old punk avant la fin du monde de 2019 et 2020. Avant 2020. Avant, Parce qu'une des œuvres qu'on parle souvent comme limitrophe et qui est pour le coup juste cute. Parce que moi je lis pas de trucs Qui fait peur. puis qui est fait méchant, peur qui est et où triste. après il y a du désespoir. Moi je fais pas Ton ça. potentiel young adult horror qui va sortir cette année. C'est si pris, j'ai vraiment envie de le lire. On verra. Au pire j'en dirai du mal et comme ça vous saurez que je suis honnête. Ouais, puis moi je vais le lire, je vais dire c'est vraiment bon. En limitrophe et souvent qu'on retrouve aussi dans les listings de Opunk, il y a The Chief Dragon Society que moi je range vraiment plus en cozy fantasy parce que c'est beaucoup plus cute, puis il y a des petits dragons très mimes de O'Neill, mais il aurait été dit somewhere qu'en fait c'était dans notre futur. On va avoir des raconter. Mais c'est un peu la même vibe et pour le coup ça nous permet d'avoir une BD vraiment mignonne et beaucoup plus jeunesse. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. C'est pas une semaine comme je pense. C'est très très cute. Bah, je l'ai montré vendredi aussi, mais parce que c'était le même sujet. Mais c'est vraiment cute aussi. C'est vraiment très très cute et ça réfléchit beaucoup sur la
transmission des artisanats, des savoirs dans des communautés un peu isolées et de comment ces communautés vont travailler ensemble. On n'est plus dans une dynamique de monde unifié, mondialisé, mais vraiment dans une fragmentation des communautés. C'est adorable, c'est très accessible à des plus jeunes lecteurs et lectrices que la plupart de ceux dont on a parlé. Où, pour l'instant, le punk est vraiment centré sur des adultes et sur des questionnements beaucoup plus adultes. Donc c'est vraiment chouette d'avoir une porte d'entrée plus cute. On aura beaucoup plus de choses quand on va parler de cozy fantasy à destination des plus jeunes. Mais il y a vraiment... c'est confo, c'est tout doux, c'est tout cute. C'est vraiment nice. Fait que je pensais que c'était une petite addition chouette à faire avant qu'on shift. Oui. Parce que le reste, ça va être beaucoup plus dark. Je sais pas lequel d'entre vous a ajouté Stray et voulait en discuter, par exemple. Moi, c'est tellement cute. Ah Oui, oui, c'est mais très, ils très sortent cute. de petits C'est les petits dragons. Ils sortent dragontés. de thé dragon là, avec toutes les descriptions. Je sais pas, ok, excusez. Moi, je suis encore dans le mode ceci est cute. Ouais. Mais Stray, c'est une autre forme de cute. Stray, c'est une autre forme de cute parce que c'est un chat essentiellement. Il est pas juste ça de cute. Pour l'histoire, c'est toi qui as ajouté Stray et je suis à mon aval là. J'ai rajouté Stray, tu pourras bonifier pour quand on explique c'est quoi le jeu Stray. Essentiellement, je l'ai mis parce que j'ai lu un article qui disait que Stray, c'était le jeu punk. Et par la suite, j'ai vu dans mes recherches qu'il allait faire un film en Annapurna Interactive pour traiter de Stray. Et ils ont appelé ce film le premier film au punk. Déjà là. C'est un statement en soi que je trouve particulièrement daring, disons-le comme ça. Donc, ils veulent sortir un film de essentiellement un jeu vidéo qui est sorti, c'est quoi, ça date quand même, là, Stray, il y a quelques années déjà, qui est essentiellement un chat qui tombe dans une cité d'hommes, dans un caveau, et qui découvre que dans cette cité-là, ben, il n'y a plus d'humains. On est clairement post-apocalyptique. Et il va rencontrer des robots avec qui il va devoir essayer de discuter pour éventuellement, nous, comme joueurs, résoudre des énigmes, comprendre l'univers, qu'est-ce qui s'est passé, maintenant qu'est-ce qui se passe avec les globes, d'espèces de petites monstres en gelée verte qui mangent tout, ce qui est humain et robot. Et éventuellement, pour que le chat sorte aussi de ce dôme-là, essentiellement. Donc on a un chat. On personnifie un chat qui a sur son dos un petit sac avec un petit robot qui permet de traduire et de parler avec des robots. Puis les robots ont continué la société qui était là avant, donc ils continuent à passer le balai, à peinturer, à ramasser des caisses, à jouer de la musique. Puis à essayer d'avoir un semblant de société humaine alors qu'il n'y a plus d'humains. Mais ils le font à défaut de savoir faire quoi d'autre. Et ceux qui essaient de trouver une solution, justement, ne pas tomber dans la répétition d'une réalité qui n'existe pas, sont relayés à l'extérieur de la ville, entre guillemets. C'est ceux comme les weirdos, on jase pas, c'est les sketchs. C'est leur équivalent un peu des scientifiques fous qu'on pourrait avoir, donc c'est les ostracisés, essentiellement. Ils sont très chouettes. Puis c'est ça. Ils sont quand même chouettes, moi je les aime bien. J'ai aimé les robots. Puis ça ajoute aussi la couche dans le jeu, les robots sont très répétitifs dans leur pattern parce qu'ils reproduisent les structures de la société. Puis eux autres même, ils font comme pourquoi je reproduis la structure, pourquoi je produis des objets qui ne sont pas utilisés parce qu'il n'y a plus d'humains. Puis là, quand tu arrives dans le côté usine, tu fais OK. Il y a tout ce rapport aussi entre l'industriel, le technologique et notre chat. Le chat. Le chat qui est comme l'excuse pour pouvoir aller se promener, faire du parcours, c'est ça. toutes sortes de choses. Encore là, le parcours, pas tant Mais c'est pas mis du- de l'avant. Non. C'est mais juste un chat badass orange. Là. Parce qu'essentiellement, c'est un jeu où on doit résoudre des puzzles environnementaux pour se déplacer, ramasser des items, puis discuter. C'est un jeu qui, si on sait quoi faire, on peut le finir en 1 heure. Il y a un trophée d'ailleurs pour le finir en 1 heure. Fait que c'est vraiment un petit jeu. Mais le jeu encourage surtout la découverte. Il y a beaucoup d'exploration, de narration par l'environnement, par la lecture des flavor texts, les textes goûteux. Les textes avec de la saveur. Les textes avec saveur, donc ces objets dans l'univers qui sont accompagnés d'un texte de précision sur le développement de l'histoire. Et c'est parce qu'on discute justement avec les personnages non joueurs, les robots, et des fois d'autres trucs. On lit des lettres, on écoute la TV. Oui, c'est vrai. On peut écouter la télé. C'est vrai. Puis en fait, c'est pas techniquement qu'on lit, c'est que notre petit robot lit ce qui est écrit parce que lui est capable de nous dire à nous, le chat, qu'est-ce qui se passe. En fait, le robot fait juste office de processus d'interprétation entre le chat et la communauté de robots. Et l'objectif, autant du robot que du chat, c'est de sortir de là.
essentiellement. On avait discuté dans un colloque l'an passé que justement le chat est autant le joueur-joueuse qu'un artifice narratif, dans le sens où on te force un peu une humanité au chat, parce que je veux dire, le chat pourrait juste chiller dans les bas-fonds de la ville et vivre sa vie. Il n'y a pas nécessairement besoin d'aller ailleurs, il y a de la bouffe, il peut tout avoir. Les robots vont tout lui donner de toute façon. Fait que je peux comprendre le côté du côté Hope Point, dans le sens de. Il y a un gros discours dans le jeu sur la réalité post-humaine. Puis comme je dirais post-humaine dans le sens de il n'y a plus d'humains, du moins dans le jeu, il n'y en a plus. Oui, moi je suis 100% d'accord, je vois juste des chats qui apparaissent. Chat. Ouais. Oui, chat. Chat. La seule raison pour laquelle j'ai joué à ce jeu-là, chat. Chat. Il y a tout ce discours-là. Est-ce que ça transmet un message d'espoir? Oui. Est-ce que ça correspond à toutes les tropes du style? Non. Même mécaniquement, ça se transpose pas tant parce que tu fais juste sauter puis ah oui, tu mets des petits affaires en bas des tables aussi. Oui. Nice. Il y a un trophée aussi pour laisser ton chat dormir pendant 15 minutes. 15 minutes real time. Puis tu peux faire tes griffes. Puis tu peux faire tes griffes partout. En fait, il y a aussi un trophée sur le nombre de fois que tu fais tes griffes. C'est là que je l'ai. Non, ils ont joué là-dessus, mais de là à dire Hope Point, non. Est-ce que c'est un jeu avec un peu d'espoir? Oui, ça reste quand même très post-apo. Je veux dire, t'affrontes le produit de la bio-ingénierie de l'humanité qui a détruit les humains par ailleurs. Fait que tu fais OK. Ouais, tout living matters. J'appelle pas ça être joyeux, puis oui, à la fin du jeu, spoiler alert, le but c'est de sortir du dôme, on en sort. Je vous dirais pas tout le reste, puis là on retourne à cette nature bienveillante et blablabla, mais on fait comme. Ben j'ai. OK, puis là on retourne à la situation de départ du jeu. Donc c'est littéralement un schéma potentiel, là, parce que situation initiale, élément déclencheur, tu tombes dans le dôme, tu fais toutes tes péripéties, dénouement en conclusion, retour à la situation initiale. Genre tu pourrais faire le loop du jeu du chat qui est juste cave, qui retombe dans le dôme à chaque fois. Ça pourrait être ça aussi. Peut-être ça le jeu. Peut-être ça le jeu. Peut-être ça le jeu. Mais il y a quand même ce côté de fragment, parce que c'est littéralement 1 heure dans la vie du chat. Ça, on l'a par contre. Ouais. Et en même temps, ça fait plusieurs fois qu'on revient à ce truc-là d'opposition entre science et nature, et une nature assez idéalisée qui est une part de la solution et qui est importante dans la solution sans être, justement, qui ne doit pas être harnachée ou qui ne doit pas être gérée par les humains. On a ça dans mon camp de Robot où il y a tout cet espace pour les recyclés sauvages. Alors, laissé aux robots, ce qui pose encore une fois cette dualité. Mais à chaque fois, quasiment, on a ces espaces qui sont des espaces sauvages ou un rapport à une nature qui est le but de l'histoire, où le but est d'atteindre cette nature. Je trouve ça assez curieux pour de la science-fiction, parce que souvent la science-fiction est beaucoup plus urbanisée. Et ça revient encore sur notre truc d'entre-deux des genres aussi. Ouais, c'est bien qu'il y a quelque chose avec Stray, c'est qu'il est effectivement entre les genres. Parce que de là de dire, est-ce que c'est un truc de science-fiction? Oui, parce qu'il y a des robots. Ouais. C'est un truc de fantasy? Non, parce qu'il y a des robots, mais en même temps, les robots, comme c'est aussi un prétexte pour parler de l'être humain puis de la société individualisée, en fait, du collectif individualisé, je sais pas si je suis clair, genre comme the mind of humanity, si je peux dire. Puis, ouais. Par contre, et je veux dire, parce que je l'ai sur le bout de la langue depuis que j'ai découvert c'est ça, parce que tu as dit qu'elle a fait un film, je n'étais pas au courant, fait que je suis allé googler de chez Larvit, annoncé en 2023, puis je fais comme, ok, Annapurna qui fait un film, the heck, guys. Mais ouais, c'est eux autres qui ont fait Nimona. Ouais. Et Nimona, c'est vraiment qui était leur premier film ever. Ouais. Et c'était magique. Nimona, c'était excellent. Ouais, non, fait que quand j'ai vu que c'est ça. C'est Annapurna qui a fait Nimona, que c'était un succès instantané et que c'était oh my god magique sur tellement de niveaux. Ouais, ok, cool, je redonne Story Anytime. Il y a possibilité, je reste quand même inquiète sur ce que ça va donner. Ouais, mais parce que quand c'est des jeux. Ça vient d'un jeu. Quand ça vient d'un jeu, c'est dur. Ça dépend s'il recopie le jeu ou s'il explore d'autres trucs. Parce que mais... le jeu termine sur une fin très ouverte et il est possible de ramener plein de personnages dans cet univers-là. Ou encore, tu refais tomber le chat dans un autre gouffre sans fond. Je veux dire, il est tombé là parce qu'il a tombé. Puis ses amis l'ont regardé tomber comme non. Ah bah c'est un chat orange, hein, c'est pas facile. En plus. Bah oui, ouais, ça c'est la chance, j'étais fâchée, je suis comme, je veux pas être un chat orange, je veux être un chat noir. Puis je pouvais pas changer. Si je peux geeker sur mes connaissances sur le jeu. Ils ont fait des captures d'écran, pas des captures d'écran, ils ont fait une capture de pas mal de chats pour réussir à reproduire le chat dans le jeu. Et semble-t-il que la personne qui s'occupait de l'animation du chat a trippé sa vie.
C'est une gang des triples chats qui ont fait un jeu de chat. Ben oui, il amenait des chats au bureau pour T'as faire intérêt à le triper jeu. sur les chats pour C'est- développer un jeu de chat, tu sais. Ouais, mais tu sais, des fois, tu travailles pas sur des choses que tu tripes. tu sais. Ouais, mais. Tu sais, imagine la personne qui est team chien dans l'équipe du développement. Ah, genre, là, il est là, tout le monde amène leur chat, puis lui, il est Puis, comme, moi, j'ai amené mon chien. Je suis allergique aux chats, guys, je peux pas. Oh! T'imagines s'il y en avait que c'était vraiment ça pendant la journée qui faisait le motion capture. Ah. Bref. Bah, il est resté là. Non, mais je disais. Il Ok, est resté, il est mort, genre. Ouais, il est resté là, jamais sorti. Fait que, ouais, ok, c'est Limonum. Genre, je vais leur donner un peu de points, mais prenez votre temps, s'il vous plaît, rushez pas ça. Donc, Stray Old Punk, je comprends. Par contre, je suis pas tant d'accord que le studio se positionne à ce temps le point de voici la clé de compréhension de notre œuvre, Non, les amis, mais- alors que t'es très. Moi, je Et- pense que c'est une question de branding. Je pense que c'est Ouais. plus une question de branding. Bah, ça marche très quand même marketing, beaucoup en ouais. ce moment. C'est très Il y a marketing. beaucoup de blogs qui en parlent. C'est beaucoup repris un peu partout. Et Mhm. pour le coup, Tor.com donne quand même pas mal le là sur beaucoup de ces nouveaux genres, sous-genres de l'imaginaire qui sont en train d'émerger. Ça m'étonnerait pas que du coup ce soit comme le bon moment pour utiliser ce terme-là. Avant que, comme il y en ait tellement partout, que ce soit comme le space opéra, on s'en fiche un peu. Il faut juste qu'ils sortent le film avant que le mot soit Ouais, comme trop dans l'air du temps. Avant que ça te fasse comme ah, ok, parce que c'était cool il y a 5 ans, mais il aurait fallu que tu sortes le film il y a 3 ans. Go. c'est ça. Ça fait déjà 2 ans qu'ils l'ont annoncé. Il faudrait qu'ils se grouillent. En même Mais temps, pas ça trop. a pris du temps aussi. Mais pas trop. Ouais. Brouillez pas. Grouillez pas trop. Non, non, genre. Mais je vous sais avez pas intérêt à avoir un estifi de beau chat, puis je veux des collectibles. si- J'adore tes exigences adressées à eux directement. de Oui, genre- parce qu'ils vont clairement nous écouter. Mhm, Mhm. Puis ils doivent tellement parler français. c'est sûr. Le nez creux chez Thor. Oui. C'est bien. Et ils ont dit. vraiment de très 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 bonnes choses. Et souvent, ils J'aime. font sortir des choses suffisamment weird pour pas être publiables ailleurs, qui vont aller chercher et vont dire ça c'est vachement bien et ça va marcher. C'est ce qu'ils ont fait par exemple avec la Cozy Fantasy en sortant Les Jardins Latés qui a super fonctionné parce qu'en fait c'est un très bon roman mais qui a été publié en auto-édition et qui sont allés chercher. Ils ont fait pareil avec Rebecca Thorne et sa Oui. série Can't Spell Chosen Without Tea. Pareil, on vous en parlera bientôt parce que c'est Cozy Fantasy, mais ils sont allés chercher ça et c'est un bon move. Même si je suis triste parce que du coup mes couvertures font pas matcher avec le tome 3 et le premier tome. Mais- Mais ça gosse, ça, c'est vrai. Mais c'est un autre problème. Ils ont vraiment ils doivent avoir de très bons éclaireurs qui vont lire ce genre de choses et qui vont leur trouver comme là où c'est vraiment intéressant et trouver les choses bien dans cet océan de choses qui sont sorties. Donc ils font bien leur boulot d'éditeur, c'est cool, ça fait plaisir. C'est le fun d'avoir une bonne maison d'édition. Ah, je tiens à dire mention spéciale. J'ai lu un article où il y avait une fanfiction qui était proposée en lecture. Cool. C'était Est-ce pas que- du old punk. Ah. J'allais dire, et est-ce que la fanfiction était bonne? C'était correct. Ok. C'était du Harry Potter. Il y a sans doute des fanfictions d'Opunk, c'est juste Oui. qu'on les connaît pas. Non. On Ouais, fait aussi plein le de tour trucs. de notre point de vue, comme de ce qu'on a Mhm. sous les yeux Ouais, et sous la main. parce que, si on veut faire un tour d'horizon de ce qui existe, Envoyez-nous des services presse, c'est Non, la non. seule solution.